235 minutes. Ce temps signifie généralement le sommeil pour la plupart des gens. Mais pour une personne comme moi, c'est un moment de silence. C'est l'instant parfait pour vérifier encore une fois l'itinéraire de vol avant le chaos des voyages de vacances. J'étais dans mon appartement à Genève. Mon sac de voyage militaire standard était ouvert sur le lit. Il était à moitié rempli de vêtements civils que je ne portais presque jamais. J'étais officier de renseignement dans l'armée suisse. J'avais été formé pour anticiper les menaces. Je savais lire les schémas comportementaux et neutraliser les risques avant qu'ils ne se concrétisent. Mais la menace de ce soir-là n'est pas venue d'un adversaire étranger. Elle est arrivée sous la forme d'une simple notification sur mon téléphone portable. L'appareil a vibré une fois. Le son fut bref et fort dans le silence total de mon salon. C'était un message de ma mère. Sophie. J'ai pris le téléphone. Je m'attendais à une demande habituelle de dernière minute. Achète du vin. Apporte un bon fromage de la vallée. Ne porte pas cette veste trop stricte. Mais au lieu de cela, j'ai lu des mots qui ont changé ma vie pour toujours. Le gala d'hiver de cette année est exclusivement réservé à nos investisseurs premium. Tu ne rentres pas dans l'esthétique. Il est préférable que tu restes à Genève. J'ai fixé l'écran. La lumière bleue inondait mes mains. Elle les rendait pâles et presque fantomatiques dans la pénombre. Tu ne rentres pas dans l'esthétique. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre militaire déguisé en mondanité. Une expulsion pure et simple de Noël. Quelques secondes plus tard, une autre notification est apparue. Mon frère Mathis. Une photo venait d'être envoyée dans la conversation familiale. La préparation du grand gala de la famille Laurent. Un selfie. Il portait un smoking en velours. Il tenait un verre de whisky à la main. Il souriait avec cette arrogance de celui qui croit posséder le monde entier. Et juste en dessous du refus glacial de ma mère, une petite icône en forme de cœur est apparue. Mathis avait aimé son message. Il avait vu comment on m'effaçait du portrait de famille. Et il avait adoré ça. La panique est une réaction de civil. Je n'avais pas ce luxe. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Mon pouls n'a même pas accéléré d'un battement. Dans ma profession, on évalue les renseignements. On vérifie la source. On prépare une action de riposte stratégique. J'ai regardé mon sac à moitié plein. Puis j'ai regardé la neige qui tombait doucement derrière la fenêtre de mon appartement. Ils pensaient que ce message allait me briser. Ils pensaient que j'allais supplier pour venir. Ils espéraient me voir m'excuser d'être trop rigide. De faire trop militaire. D'être trop différente de ce qu'ils avaient décidé d'accepter cette semaine. Mais ils avaient oublié à qui ils écrivaient. Je n'étais plus seulement leur petite fille. J'étais une stratège confirmée. Et ils venaient de m'envoyer le signal le plus clair de toute ma vie. J'ai répondu par un seul mot. Compris. J'ai posé le téléphone face contre la table de nuit. Je me suis approché de mon sac de voyage. J'ai tiré la fermeture éclair avec un geste sec. J'ai rangé le sac au fond de mon placard. Je ne rentrais pas à la maison pour Noël. Mais je n'allais pas non plus rester ici à pleurer. Parce que pendant qu'ils s'inquiétaient de leur esthétique, j'allais m'occuper de mes actifs. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez cette histoire en ce moment. Et comme nous entamons un nouveau chapitre, je veux vous souhaiter à tous une heureuse nouvelle année. Que cette année vous apporte de la force, du succès et de nouveaux départs. Si vous êtes prêts pour cette histoire, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Cela signifie beaucoup pour moi. J'étais assise dans le silence de mon logement de fonction. Le seul son était le faible bourdonnement de la ventilation luttant contre l'hiver genevois. J'ai lentement et méthodiquement défait mon sac. J'ai plié les pulls civils dont je n'aurais pas besoin. J'ai mis de côté les cadeaux que je n'offrirai jamais. Ce n'était pas la première fois que j'étais repoussé à la périphérie de cette famille. Mais c'était la toute première fois qu'ils verrouillaient les portes de l'extérieur. Je me suis assise sur le bord de mon lit. J'ai regardé le sac vide. Pourquoi est-ce que je ne ressentais pas plus de choc? Pourquoi est-ce que je ne pleurais pas? Parce qu'au fond de moi, je savais la vérité. Ce message n'était pas une anomalie soudaine. C'était le résultat inévitable de 29 ans de conditionnement psychologique. Dans les services de renseignement, nous étudions comment les individus sont brisés et soumis. Cela se produit rarement du jour au lendemain.
C'est un processus extrêmement lent. Un effacement graduel des limites personnelles. Une goutte de mépris par-ci. Une critique empoisonnée par-là. Le tout mélangé avec juste assez d'éloges pour vous donner l'espoir de changer les choses. On appelle cela le syndrome de la grenouille bouillie. Si vous jetez une grenouille dans l'eau bouillante, elle sautera immédiatement. Mais si vous la mettez dans de l'eau tiède et que vous augmentez lentement la température, elle restera assise jusqu'à ce qu'elle cuise vivante. Mon père Laurent était un maître absolu de l'ébullition lente. Je me suis souvenu de moi à 23 ans. Je venais de terminer ma formation d'officier. J'étais si fier de mon nouveau grade. J'étais rentré à la maison pour le week-end en uniforme. Laurent m'avait regardé de haut en bas. Il avait froncé les sourcils avec dédain. Il avait dit que c'était beaucoup trop sévère pour une jeune femme. Et pendant ce temps, Mathis lançait une marque de style de vie ridicule. Voilà ce qui, selon mon père, était vraiment passionnant. La marque de Mathis consistait en une ligne de bracelets de montres de luxe qui n'a jamais vu le jour. Mais Laurent y avait quand même investi 50 000 francs. J'avais investi ma propre sueur. Mon sang. Des années de ma vie au service de mon pays. Et j'avais seulement reçu une remarque désobligeante sur la coupe de ma veste. La température de l'eau augmentait doucement. Et puis il y a eu l'argent. L'argent a toujours été leur levier de pression préféré. Pas parce qu'ils m'en donnaient. Non. C'est moi qui fournissais. J'étais la personne fiable. J'avais un salaire de l'État parfaitement stable. J'avais un historique de crédit absolument impeccable. Mon esprit est retourné 6 ans en arrière. J'étais à la maison en permission. J'étais épuisé après une longue rotation. Laurent m'avait fait asseoir dans son grand bureau. Il m'avait servi un verre de whisky que je ne voulais pas boire. Il avait l'air vieilli. Il semblait très tendu. « Chloé, nous avons une opportunité exceptionnelle de refinancer le chalet de Verbier. » Il avait dit cela en poussant une pile de documents vers moi sur son immense bureau en acajou. Les taux d'intérêt sont à un minimum historique en ce moment. Mais à cause de l'expansion de mon entreprise après le dernier échec de Mathis, mon ratio d'endettement est un peu trop élevé. J'ai besoin d'un co-emprunteur. C'est juste une simple formalité juridique. C'est pour préserver cet actif essentiel pour notre héritage familial. L'héritage familial. C'étaient les mots magiques. Les papiers reposaient sur la table. Ils étaient lourds de conséquences. Le prêt s'élevait à 180 000 francs. Une somme colossale pour une jeune femme de 23 ans. Mais j'ai regardé le visage de mon père. Et pour la première fois de ma vie, il ne me regardait pas avec de la déception. Il me regardait avec un besoin réel. Et je voulais désespérément être utile. Je voulais faire partie de cet héritage. Et comme une grenouille parfaitement dressée, je n'ai pas posé de questions sur la température de l'eau. J'ai pris le stylo luxueux. J'ai signé mon nom en bas de la page. Chloé Laurent. J'avais l'impression d'acheter leur respect. Je pensais m'assurer une place permanente à leur table. Maintenant, je regardais mes mains posées sur mes genoux dans la faible lumière de mon appartement. Je comprenais que l'eau bouillait depuis très longtemps. Je n'avais jamais fait partie de leur héritage. J'étais simplement leur police d'assurance. Une partenaire silencieuse qui portait tout le risque financier pendant qu'ils profitaient pleinement de la récompense. Et maintenant que l'esthétique de leur stupide gala primait sur la personne qui avait rendu tout cela possible, ils pensaient pouvoir se débarrasser de moi. Je me suis levé. Je me suis approché de mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran a éclairé mon visage. Il n'était plus pâle. Il était figé dans une ligne dure et résolue. Il croyait que ce message mettait fin à la conversation. Il pensait que j'allais disparaître. Que je resterais blessée et silencieuse comme d'habitude. Mais ils avaient oublié une chose fondamentale. Quand vous signez un contrat, vous n'acceptez pas seulement une lourde dette. Vous obtenez également des droits formels. Je n'allais pas pleurer parce que je n'étais pas invité. J'allais vérifier avec une précision chirurgicale ce que j'avais exactement signé il y a 6 ans. Et j'avais le pressentiment que cette petite formalité allait devenir le document le plus important de mon existence. J'étais assise à mon bureau improvisé. Le seul bruit venait de mon serveur sécurisé qui ronronnait doucement. C'était ma seule compagnie. La fille blessée n'était plus là. C'était le capitaine Laurent qui prenait les commandes. L'officier de renseignement était en mode opérationnel.
Je me suis connecté à mon stockage cloud protégé. J'ai contourné la double authentification avec une facilité frôlant la mémoire musculaire. Je ne cherchais pas des dossiers classifiés sur des mouvements ennemis. Je chassais une cible beaucoup plus intime et dangereuse. Un fichier nommé Refinancement Chalet-Verbier. Signé en 2019. Il m'a fallu exactement 3 minutes pour le localiser. Le document s'est ouvert. Il a rempli l'écran d'un texte juridique extrêmement dense. J'ai fait défiler les accords standards. J'ai passé les divulgations de taux et les tableaux d'amortissement. Je cherchais les petits caractères. Ces clauses que personne ne lit jamais parce qu'on fait confiance à ceux qui demandent la signature. Je l'ai trouvée à la page 24. Elle était cachée dans la section sur les défauts de paiement et les mesures de protection. Article 14, alinéa C, responsabilité commerciale et protection des actifs. Dans le cas où la garantie principale, à savoir le bien immobilier, est utilisée à des fins commerciales. Cela inclut, sans illimité, la location à court terme, les services hôteliers ou l'organisation d'événements tarifés sans le consentement écrit explicite du co-emprunteur. Ledit co-emprunteur se réserve le droit immédiat de prendre le contrôle exécutif de la propriété dans le but de minimiser sa responsabilité financière. L'air a quitté mes poumons d'un coup. Le contrôle exécutif. Mon père n'avait pas seulement besoin de ma cote de crédit. Il avait besoin d'un garant aveugle pour couvrir son propre comportement financier à haut risque. Et dans son immense arrogance, pensant que je ne lirais jamais le contrat ou que je n'oserais jamais l'appliquer, il avait lui-même signé la renonciation de son propre pouvoir. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur. J'ai tapé Chalet-L'Aigle-Verbier Expérience dans la barre de recherche. Les résultats sont apparus instantanément. Ma mâchoire s'est contractée de colère. Ce n'était plus une simple maison de famille. C'était devenu un empire commercial. Des annonces étaient présentes sur toutes les plateformes de location de luxe. Le Chalet-L'Aigle. Le luxe alpin absolu. Les photos étaient professionnelles. Elles étaient glacées et parfaites. La description promettait une retraite montagnarde organisée sur mesure. C'était idéal pour les séminaires d'entreprise et les événements exclusifs de haute société. Le prix affiché était de 2500 francs la nuit. Le calendrier de réservation était complètement rempli pour les mois à venir. Mes parents n'étaient pas ruinés. Ils ne luttaient pas pour leur survie financière. Ils encaissaient des dizaines de milliers de francs chaque mois en utilisant l'actif dont j'étais légalement responsable. J'ai fait défiler la longue liste des commentaires. Un endroit magnifique pour notre réception de mariage. L'hôte Laurent était tout simplement charmant. Le forfait exclusif du gala d'hiver est un incontournable. Ils avaient monétisé mon risque de crédit. Ils vivaient comme des rois dans un château luxueux construit sur mon dos et mes sacrifices. Et quand je suis devenue soudainement gênante pour leur esthétique visuelle, ils ont simplement essayé de me mettre à la porte. Une rage froide et tranchante s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était plus une simple trahison émotionnelle. C'était une exploitation financière pure et simple. Ils m'exposaient à une responsabilité civile et pénale colossale. Si un invité se blessait gravement. Si un incendie se déclarait pendant une fête. Les avocats se retourneraient directement contre moi. Mon habilitation de sécurité de niveau secret défense. Ma carrière militaire. Toute ma vie aurait pu être détruite par leur avarice. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des mois. Marc. J'ai prononcé son nom dès qu'il a décroché. Le major Marc était un officier juridique avec qui j'avais servi. Il était brillant. Il était impitoyable. Et surtout, il me devait une faveur. Chloé, il est minuit passé. Est-ce que tout va bien? J'ai besoin d'une consultation juridique immédiate. J'ai répondu d'une voix parfaitement neutre. Hypothétiquement parlant. Si je possède une clause d'intérêt de contrôle sur un titre de propriété en raison d'une utilisation commerciale non autorisée. À quelle vitesse puis-je initier une procédure d'expulsion légale? J'ai entendu le froissement de ses draps à l'autre bout de la ligne. Il venait de s'asseoir dans son lit. Hypothétiquement. Si tu as des preuves irréfutables de l'utilisation commerciale. Et si les documents sont juridiquement inattaquables. Aussi vite que tu pourras imprimer les formulaires officiels. J'ai toutes les preuves nécessaires. J'ai dit cela en regardant les annonces hors de prix sur mon écran. Et je possède le titre de propriété. Qui est la cible?
Il a demandé cela avec une voix soudainement beaucoup plus professionnelle. Mes propres parents. J'ai répondu froidement. Et Marc, je vais avoir besoin d'une ordonnance de cessation d'activité pour une entreprise appelée Chalet L'Aigle Expérience. Il s'avère que je suis l'actionnaire majoritaire de cette farce. L'appel s'est terminé. J'ai regardé mon sac de voyage rangé dans le placard. Je ne restais pas à Genève finalement. Je partais pour Verbier. Il était temps de partir en guerre. La station de Verbier était d'une blancheur aveuglante sous le soleil d'hiver. Je conduisais ma voiture de location. Je ne me dirigeais pas vers le chalet familial. J'allais directement au bâtiment de l'administration communale. L'air de la montagne était vif. Il était pur et glacial. Ma concentration l'était tout autant. J'avais l'acte de propriété en main. J'avais les captures d'écran des annonces de location. Mais dans mon monde, on n'entre jamais dans une situation tactique avec une seule arme. On sécurise d'abord tout le périmètre. Je suis entré dans le bureau communal. Mes talons claquaient fermement sur le sol en linoléum. J'ai demandé à consulter le dossier public de la propriété située sur la route des Alpes. Une employée fatiguée nommée Madame Mercier m'a tendu un épais dossier cartonné. J'ai examiné les évaluations fiscales. J'ai regardé les plans de zonage de la commune. Je cherchais un élément très précis. Mathis s'était vanté sur les réseaux sociaux de ses nouvelles capsules de glamping de luxe. Il avait installé des yourtes haut de gamme avec des planchers chauffants dans le jardin arrière. Mais ce type de construction exige des permis stricts. Surtout dans une zone naturelle protégée comme le Valais. J'ai trouvé la section des permis de construire vers la fin du dossier. C'était une demande pour des unités de logement accessoires. 4 structures distinctes. La date de dépôt remontait à 6 mois. Le demandeur officiel était Laurent. Mais la ligne de signature nécessitait l'approbation formelle du propriétaire foncier. Une signature me fixait depuis la page. Elle se moquait ouvertement de ma naïveté. Chloé Laurent. C'était bien mon nom. Mais ce n'était absolument pas mon écriture. Les boucles des lettres étaient trop larges. L'inclinaison était beaucoup trop détendue. C'était l'écriture manuscrite de ma mère Sophie. Une femme qui s'était toujours vantée de sa magnifique calligraphie. Elle avait forgé ma signature sur un document officiel d'urbanisme. Une sueur froide a perlé sous mon manteau de laine. Ce n'était plus du tout un simple conflit familial. Ce n'était même plus une simple rupture de contrat commercial. C'était un faux en écriture. C'était une fraude caractérisée. Et comme j'étais une officière en service actif avec une habilitation de sécurité maximale. Mon nom sur un document falsifié pouvait déclencher une enquête fédérale capable de pulvériser ma carrière. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon crédit financier. Ils avaient littéralement mis ma liberté en jeu. Ils avaient parié ma vie entière pour construire quelques stupides yourtes de luxe. Tout cela pour facturer 500 francs de plus par nuit à des touristes russes ou américains. J'ai pris le document en photo sous tous les angles. Puis j'ai demandé à Madame Mercier une copie certifiée conforme. Tout va bien, mademoiselle. Elle m'a posé la question en remarquant ma soudaine pâleur. Non. J'ai répondu d'une voix dangereusement calme. Mais la situation est sur le point d'être gérée. Le trajet de retour vers ma voiture m'a semblé totalement différent. L'atmosphère était plus lourde. Mais mes gestes étaient plus rapides. Le soleil commençait déjà à se coucher. Il projetait de longues ombres bleutées sur la neige épaisse. Mon téléphone a vibré. C'était une nouvelle notification. Mathis venait de publier une vidéo en direct. La nuit de gala. Les Laurent savent comment recevoir l'élite. J'ai regardé la vidéo sur l'écran. Le chalet brillait dans la nuit comme un phare opulent. Les invités prestigieux arrivaient dans des voitures de luxe. Ils portaient des smokings sur mesure et des robes de créateurs. Mon père se tenait fièrement à côté d'une immense sculpture de glace. Il rassemblait un public admiratif autour de lui. Ma mère riait avec grâce en tenant une coupe de champagne cristal. Ils célébraient leur vol en toute impunité. Ils dansaient joyeusement sur la tombe de ma confiance. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas conduit vite. J'ai conduit avec une précision absolue. J'ai regardé l'heure sur le tableau de bord. 18h30. Le gala battait son plein. J'ai jeté un coup d'œil à mon propre reflet dans le rétroviseur. Je ne portais pas de robe de soirée. J'étais vêtu d'un blazer noir impeccablement coupé et d'un pantalon sombre.
C'était mon armure civile. J'avais l'air d'être exactement ce que j'étais devenu. Une femme venue réclamer le paiement d'une lourde dette. J'ai quitté le parking. J'ai pris la route sinueuse qui montait vers les sommets. Les lumières du chalet perçaient à travers les immenses sapins. Elles semblaient m'indiquer la cible. Il voulait un grand spectacle. Il voulait une esthétique parfaite. J'allais leur offrir une confrontation avec la réalité qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai remonté l'allée privée chauffée. Mes bottes crissaient doucement sur les graviers dispersés sur la glace. L'air sentait fortement le pain frais et l'eau de Cologne hors de prix. Un voiturier s'est précipité vers moi. Il a tendu la main pour prendre des clés que je n'avais pas. Vous êtes sur la liste pour le gala d'hiver. Il a demandé cela en balayant ma tenue stricte du regard. Quelque chose comme ça. J'ai répondu en le dépassant sans ralentir. Je me suis approché des immenses portes en chêne massif. Un agent de sécurité imposant en costume noir m'a barré la route. Il tenait une tablette lumineuse. Il avait une oreillette discrète. Votre nom s'il vous plaît. Il a posé la question d'un ton ennuyé. Chloé Laurent. Il a fait défiler la liste de ses invités. Il a froncé les sourcils. Il n'y a pas de Chloé Laurent sur la liste. Êtes-vous l'accompagnatrice d'un invité? J'ai glissé ma main dans la poche intérieure de mon blazer. J'ai sorti le document officiel de propriété. Je ne l'ai même pas déplié. Je l'ai simplement soulevé pour que le sceau officiel de la commune attrape la lumière du porche. Je suis la propriétaire des lieux. Et toi, tu es qui? Il a hésité une seconde. Il était déstabilisé par l'autorité naturelle de ma voix. Cette fraction de seconde m'a amplement suffi. Je suis passé devant lui avec assurance. J'ai poussé violemment les doubles portes. Le bruit m'a frappé en premier. C'était un mur sonore composé de musique jazz, de rire gras et du tintement cristallin des verres. Le vaste hall avait été complètement transformé. Un sapin de Noël gigantesque débordait de décorations dorées. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux en argent massif remplis de hors-d'œuvre raffinés. C'était visuellement magnifique. C'était socialement impressionnant. Et c'était fondamentalement faux. Je me suis arrêté au milieu de la pièce. J'ai observé la scène. Mon père Laurent trônait au centre du salon. Il riait bruyamment à la blague d'un investisseur en smoking. Ma mère Sophie glissait gracieusement entre les petits groupes d'invités. Elle jouait son rôle de maîtresse de maison à la perfection. Un étrange sentiment de détachement s'est emparé de moi. Les psychiatres appellent cela la dissociation. Mais pour moi, c'était simplement une clarté absolue. Je regardais ces riches investisseurs. Ces hommes et ces femmes aux regards avides. Ils buvaient le vin cher de mon père. Ils croyaient aveuglément à ces fables de réussite entrepreneuriale. L'illusion d'un portefeuille vide. Voilà ce que c'était en réalité. Mes parents n'étaient pas du tout de riches aristocrates. C'étaient de vulgaires acteurs. Ils avaient construit tout ce décor de théâtre. Le chalet. Le gala chic. Leur style de vie extravagant. Tout reposait sur les fondations d'une dette qui m'appartenait légalement. Ils louaient leur statut social en le payant avec mon avenir et ma réputation. Ils ne possédaient pas cette salle majestueuse. Ils n'étaient que des imposteurs pathétiques vivant dans un fantasme emprunté. Et toute illusion est fragile par nature. Elle n'existe que tant que la lumière reste allumée. Et j'étais venu pour arracher l'interrupteur. Chloé. La voix était tranchante et remplie d'irritation. Je me suis retourné. C'était Matisse. Il portait son fameux smoking en velours bordeaux. Il avait l'air complètement ridicule. Il tenait son verre fermement. Son visage était rougi par l'alcool. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a craché ces mots en essayant de me cacher de la vue de la foule principale. « Maman a dit que tu ne venais pas. Tu ruines l'ambiance. » L'ambiance. J'ai répété ce mot en le regardant droit dans les yeux. Il avait 32 ans. Et il jouait encore à se déguiser. C'est comme ça qu'on appelle la fraude immobilière maintenant. De quelle fraude tu parles? Tu délires. Rentre chez toi, Chloé. Tu vas nous faire honte devant tout le monde. Il a tendu le bras pour m'attraper par le coude. Il voulait m'escorter vers la sortie comme une nuisance indésirable. Je n'ai même pas scié. J'ai fait un pas de côté avec un mouvement fluide.
C'était un réflexe conditionné par des années d'entraînement au combat rapproché. Il a attrapé le vide. Il a trébuché maladroitement en avant. Il a renversé son whisky hors de prix sur sa manche en velours. Je n'ai pas pris la peine de le regarder. Je me suis dirigé directement vers la cabine du DJ installée dans le coin du salon. La musique était forte. C'était une reprise jazz douce d'une chanson pop populaire. Le jeune DJ a levé la tête en me voyant approcher. « Coupe le son. » J'ai donné l'ordre d'une voix ferme. « Quoi ?» Il a crié pour se faire entendre par-dessus les basses. Je me suis penché au-dessus de sa console de mixage. J'ai arraché violemment le câble de sortie principale. La musique est morte instantanément dans un craquement électronique brutal. Le silence qui a suivi était lourd. Il était soudain. Il était absolu. Les rires se sont brisés net. Des dizaines de têtes se sont tournées vers moi. Mon père s'est retourné vivement. Son sourire commercial s'est figé sur son visage quand il a vu qui se tenait près des énormes enceintes muettes. Chloé. Il a hurlé mon nom. Sa voix a résonné fortement dans le silence inattendu. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je me suis avancé au centre de la vaste pièce. Je n'ai pas crié. J'ai projeté ma voix avec la technique militaire pour que tout le monde m'entende parfaitement. La fête est terminée. J'ai annoncé calmement. Tout le monde doit quitter cette propriété immédiatement. Le silence dans la pièce n'était plus simplement calme. Il était devenu apeuré. Dans ma profession, on vous apprend à lire l'atmosphère d'une pièce. Ce grand salon est passé de la célébration festive à la confusion totale, puis à la peur en moins de 10 secondes. Je vous demande pardon. Mon père a bégayé ces mots. Son visage se teintait d'un rouge pourpre très dangereux. Tu n'as pas le droit de chasser mes invités de marque. C'est ma maison. Non. J'ai répondu avec une voix qui a fendu l'air de la pièce comme une lame de rasoir. Ce n'est pas la vôtre. J'ai jeté le lourd dossier contenant les documents sur une table basse en verre. Le bruit sourd a fait sursauter plusieurs personnes. Cette propriété fait actuellement l'objet d'une enquête officielle pour fraude, falsification de documents administratifs et exploitation commerciale illégale impliquant un officier militaire en service actif. J'ai déclaré cela en balayant la foule du regard. Si vous décidez de rester sur cette propriété, vous pourriez être considérés par la justice comme des complices de délits pénaux. Je vous recommande fortement de quitter les lieux immédiatement. La panique est une émotion très contagieuse. Un couple près de la porte d'entrée a récupéré ses manteaux à la hâte. Puis un deuxième groupe a suivi. Et soudain, ce fut un véritable exode. Les riches investisseurs fuyaient. Ces mêmes personnes que mon père essayait si désespérément d'impressionner déguerpissaient comme des rats paniqués quittant un navire en train de sombrer. L'esthétique de la soirée n'avait plus aucune importance pour personne. Leur seule préoccupation était de ne pas être mêlés à un scandale financier. En 3 minutes chrono, l'immense salon s'est complètement vidé. Il ne restait plus que le personnel du traiteur qui rangeait frénétiquement son matériel. Et ma famille. Laurent s'est avancé vers moi. Il tremblait de rage pure. Comment as-tu osé faire ça? Il a hurlé en postillonnant. Petite fille ingrate et vicieuse. Tu viens de me détruire socialement. Sais-tu au moins qui étaient ces gens? Je m'en fiche royalement. J'ai répondu. Et je ne suis pas une petite fille. Je suis la propriétaire légale de ces murs. J'ai ouvert le dossier cartonné. Article 14. Alinéa C. Vous avez secrètement transformé cette maison résidentielle en hôtel de luxe sans mon consentement. Vous avez violé les termes du contrat. Ensuite, j'ai sorti le deuxième document. L'autorisation d'urbanisme falsifiée. Et ceci est la falsification grossière de ma signature sur un document légal pour vos stupides capsules de camping. C'est passible de prison ferme. Papa. Un minimum de plusieurs années. Sophie a haleté bruyamment. Elle a plaqué sa main manucurée sur sa bouche. Chloé. Nous ne voulions pas te faire de mal. Nous avions juste désespérément besoin de ces permis municipaux. Nous avons fait tout cela pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille. J'ai éclaté de rire. Mon rire était sec et totalement dépourvu de joie. Vous avez fait ça uniquement pour l'argent. Vous avez sciemment mis en péril ma carrière militaire. Ma liberté. Toute mon existence.
Tout cela pour installer quelques yourtes et tirer un peu plus de profit des touristes fortunés. Vous n'avez pas fait ça pour moi. Vous m'avez fait ça à moi. Mathis se tenait près du bar. Il semblait soudainement très sobre. Une falsification. Il a répété le mot avec incrédulité. Maman. Tu m'avais juré qu'elle avait signé les papiers de son plein gré. Elle a menti. J'ai dit en fixant mon frère dans les yeux. Exactement comme elle a menti à tout le monde en disant que je ne viendrai pas ce soir. Exactement comme vous avez tous menti sur l'origine de votre prétendue richesse. J'ai regardé ma montre tactique au poignet. Vous avez exactement 60 minutes. 60 minutes pourquoi? Laurent a murmuré cette question. Toute sa fausse bravade s'était évaporée. Pour évacuer cette maison. Prenez vos effets personnels. Laissez absolument tous les meubles. Cela fait maintenant partie des actifs de l'entreprise. Et puisque je prends le contrôle total de l'entreprise pour minimiser mes risques légaux, je contrôle également tous les actifs physiques. Nous n'avons nulle part où aller. Sophie s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle a agrippé la manche de ma veste. Je t'en supplie Chloé. C'est la période de Noël. Tu ne peux pas jeter tes propres parents dans la neige. Pense à notre réputation dans la station. J'ai regardé sa main tremblante. C'était cette même main qui avait tapé le message. Tu ne rentres pas dans l'esthétique. C'était la main qui avait froidement imité ma signature. J'ai retiré ses doigts de ma veste avec un mouvement doux mais définitif. Vous avez échangé votre propre fille contre une simple esthétique mondaine. J'ai prononcé ces mots doucement. Mais c'était la sentence finale. Maintenant. Vous n'avez plus ni l'un ni l'autre. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité de la porte. Il observait toute la scène avec des yeux écarquillés. Escortez-les vers la sortie dans une heure précise. S'ils font la moindre résistance. Appelez immédiatement la police cantonale. La plainte a déjà été rédigée. Je suis sorti du grand salon. Je les ai laissés debout au milieu des ruines fumantes de leur propre cupidité. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Le silence dans le chalet était maintenant très différent. Ce n'était plus le silence apeuré d'une fête interrompue. Ce n'était plus le silence oppressant de mon enfance étouffée. C'était le silence magnifique d'une page blanche. 3 jours se sont écoulés depuis la nuit de Noël. La neige avait cessé de tomber. Elle recouvrait le monde extérieur d'un manteau blanc immaculé. À l'intérieur, la grande maison était vide. Les meubles loués hors de prix avaient disparu. Ils allaient être vendus pour couvrir les frais juridiques massifs liés au dossier de fraude auquel mes parents devaient maintenant faire face. Les capsules de glamping avaient été démontées. Les permis illégaux avaient été révoqués par la commune. Mes parents vivaient temporairement dans un motel bon marché situé dans la vallée. Mathis était retourné se cacher en ville. Son style de vie luxueux était définitivement détruit. Je marchais lentement à travers les grandes pièces vides. Le bruit de mes pas résonnait sur les magnifiques planchers en bois massif. Je me suis arrêté dans le hall principal où se dressait encore le grand sapin. Le fantôme du gala flottait encore subtilement dans l'air. Une paillette dorée solitaire gisait sur le sol. Une faible odeur de parfum coûteux persistait. Mais l'énergie toxique avait totalement disparu. Je ne ressentais aucun triomphe malveillant. La vengeance n'est pas un sentiment doux. C'est juste un poids lourd à porter. Mais en regardant les montagnes gelées par la grande baille vitrée, j'ai ressenti une immense légèreté. Le fardeau écrasant d'être leur portefeuille vivant. Leur résolveuse de problèmes permanentes. La bonne petite fille obéissante. Tout cela avait disparu. J'avais coupé le cordon empoisonné avec une lame tranchante. Je me suis approché de la grande cheminée en pierre. J'ai craqué une allumette. Les bûches bien sèches se sont enflammées immédiatement. Le feu a commencé à crépiter. Il a rempli la grande pièce froide d'une chaleur réconfortante. Je n'avais pas l'intention de vendre ce chalet. C'était la solution de facilité. J'avais un nouveau plan stratégique en tête. J'avais déjà discuté longuement avec Marc et plusieurs de mes contacts au sein de l'armée. Cet endroit ne s'appellerait plus jamais le chalet L'Aigle Expérience. Cela allait devenir un refuge sécurisé. Un centre de repos pour les anciens combattants traumatisés. Un sanctuaire pour les personnes qui avaient été rejetées par leur propre famille. Pour les frères et sœurs d'armes invisibles qui avaient désespérément besoin d'un endroit où ils seraient enfin reconnus et respectés.
Il n'y aurait aucune étiquette de prix affichée. Il n'y aurait aucune exigence d'esthétique bourgeoise pour avoir le droit d'entrer. Il y aurait seulement un feu chaud crépitant dans la cheminée. Et une lourde porte qui resterait toujours grande ouverte. Je me suis assise sur le sol devant l'âtre. J'ai regardé la danse hypnotique des flammes oranges. Pour la toute première fois en 29 ans d'existence, je n'attendais d'invitation de personne. J'avais les clés dans ma propre poche. Et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment même. Pour tous ceux qui vérifient nerveusement leur téléphone en attendant un message de réconciliation qui ne viendra probablement jamais. Pour tous ceux qui espèrent naïvement des excuses sincères qui ne seront jamais prononcées. Arrêtez d'attendre dans le froid. Vous n'avez absolument pas besoin de leur permission hypocrite pour exister dans ce monde. Vous n'avez pas besoin de leur approbation conditionnelle pour avoir de la valeur. Et vous n'avez certainement pas besoin de payer pour avoir une place à une table où vous n'êtes même pas respecté. Construisez votre propre table solide. Allumez votre propre feu réconfortant. Et si des gens osent vous dire que vous ne correspondez pas à leur esthétique artificielle, changez simplement les serrures de la maison. Si vous vous êtes déjà senti invisible ou utilisé au sein de votre propre famille, partagez cette histoire autour de vous. Rappelons-nous les uns aux autres une vérité fondamentale. Nous n'avons pas besoin de leur table empoisonnée pour être pleinement rassasiés.